Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Dans cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde, nous poursuivons notre série sur la norme. Et ce soir, nous évoquons un sujet ô combien important. Il s'agit de l'éducation et du manuel scolaire. Quelles sont les normes en vigueur dans le continent africain et même dans le monde concernant cet important outil didactique? Avec nos invités, nous allons essayer de parcourir cette thématique et surtout de voir à quel niveau se situent la plupart des pays du continent africain. Et naturellement, ils nous donneront leurs idées et leurs propositions pour améliorer les choses s'il en est besoin. Alors, nous avons 4 invités sur ce plateau et je vais commencer par quelqu'un que les téléspectateurs de Vox Africa connaissent très bien, même si on ne l'a pas vu depuis sur nos plateaux. C'est un confrère aussi, Jean Bosco Talla. Bonsoir Jean Bosco Talla. Bonsoir Jules, bonsoir à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Et alors, je leur souhaite également une bonne année. Bonne année, justement parce qu'on est en début d'année, c'est normal. Oui. Voilà. Alors vous êtes ici en tant que président de l'Observatoire déontologique de l'enseignement. Oui, je porte cette casquette-là aujourd'hui. Et je pense que l'aspect éthique et déontologique était un aspect aussi important dans le domaine de l'éducation, que ce soit en Afrique ou même également dans le monde entier. Justement. Alors, en face de vous, j'accueille Monsieur Roger, autant pour moi, Kafo Fokou, qui lui est enseignant et syndicaliste. Monsieur Fokou, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aussi aux téléspectateurs de Vox Africa. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je dois dire aussi que vous êtes auteur. Vous venez d'écrire, votre dernier livre, c'est « Éduquer pour une mondialisation humaniste ». Réflexions et propositions illustrées par des cas concrets. C'est le dernier ouvrage. Oui, c'est un ouvrage que j'ai voulu centrer sur l'éducation comme le meilleur moyen de construire une autre mondialisation. Quand on voit celle qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui est une mondialisation ultra-libérale. D'accord. En tout cas, vous aurez l'occasion dans l'émission de nous en parler un peu brièvement. J'accueille notre troisième invité, M. Laurent Assipolo, qui est enseignant et spécialiste du droit de la propriété littéraire et artistique. Bonsoir, M. Assipolo. Bonsoir, bonsoir à tous les fidèles de Vox Africa et bonsoir, n'est-ce pas, à tous ceux avec qui je partagerai la discussion de ce soir. D'accord. Notre dernier invité, c'est M. Roger Fongwe, qui est président de l'Association des éditeurs du livre au Cameroun. M. Roger Fongwe, bonsoir. Bonsoir Jules, bonsoir aux téléspectateurs de Vox Africa. Par ailleurs, le sujet m'intéresse beaucoup parce que je suis en même temps le directeur région Afrique pour une grande maison d'édition, la Cambridge University Press, depuis très longtemps. Et j'ai parcouru un bon nombre de pays africains. Donc vous êtes l'un des invités avec qui on aura justement l'occasion de voir les différentes expériences dans différents pays. Madame, monsieur, voilà ceux avec qui nous allons faire cette émission ce soir. Et nous allons, comme il est de tradition dans cette émission, planter le décor avec un récit que nous signe l'un de nos collègues concernant justement la problématique des normes dans le domaine de l'éducation et du manuel scolaire. Et nous revenons pour en parler avec nos invités. À tout de suite. Partout en Afrique, on s'interroge sur l'efficacité des systèmes éducatifs qui semblent ne pas apporter de réponse au chômage des jeunes, une tragédie qui ressemble de plus en plus à une fatalité. Les systèmes éducatifs et de formation en Afrique au sud du Sahara sont dans l'impasse parce qu'ils ne peuvent plus assumer valablement leurs devoirs d'éducation et de formation. Ils seraient non compétitifs sur le marché de l'emploi et de surcroît producteurs de chômage. L'avènement de la mondialisation les interpelle aujourd'hui avec acuité à cause de ses conséquences comme la mobilité des postes de travail, la standardisation des diplômes, la régionalisation et la compétitivité dans la production économique, des impératifs qui les obligent à s'arrimer aux normes internationales. Bien qu'ils soient actuellement soumis à des pansements internes ou à des remèdes externes imposés, ils restent toujours inefficaces. Les solutions à cette impasse ne sauraient donc se limiter à de simples saupoudrages de contenu et de programmes, ni des tentatives multiformes d'innovation pédagogique. Elle devrait cependant passer à une relecture des objectifs et des finalités de ces systèmes éducatifs et de formation, en les considérant comme un fait social total différent certes, mais devant s'ouvrir au reste du monde. Atteindre les objectifs d'une éducation tournée vers le développement exige de repenser le système éducatif tout entier. 2 types de systèmes éducatifs sont généralement utilisés, l'éducation par le questionnement et l'éducation par la récitation.
Des études réalisées dans de nombreux pays à travers le monde ont démontré que le questionnement est le moyen le plus efficace pour atteindre les résultats escomptés. Son objectif étant de susciter chez l'apprenant le surpassement de soi. Pourtant, cette méthode semble moins utilisée dans les pays africains au sud du Sahara, dont les multiples réformes n'ont eu pour but que d'améliorer un système adossé sur la récitation. Si l'urgence est à l'appropriation des contenus éducatifs axés sur le questionnement, il faut tout de même reconnaître que les efforts réalisés par certains pays constituent une première étape indispensable pour s'atteler au défi de la conception d'une stratégie globale visant à améliorer la qualité de l'éducation, un facteur indispensable pour assurer la croissance économique et le développement des pays africains. Nous sommes de retour, madame, monsieur, sur le plateau de l'intelligence du monde. Alors, je vais ouvrir la première partie du débat, peut-être avec monsieur Rogers Fongwe, qui est le président de l'Association des éditeurs de livres du Cameroun. Alors, est-ce qu'il existe des normes dans le secteur notamment de l'éducation et de la production du manuel scolaire? Est-ce que les normes existent au niveau international, au niveau africain, au niveau national? Bien sûr, l'édition, comme tout autre métier, toute autre profession, il y a toujours des normes. On ne peut pas avoir un métier sans normes. Je vais peut-être m'attarder plus sur les normes de l'édition du manuel scolaire, et d'autres personnes, peut-être Roger, mon homonyme parlera plus de normes de l'éducation pure. Un livre, un manuel scolaire doit répondre à certaines normes. Il doit d'abord être en conformité avec un programme scolaire qui est établi par l'État de ce pays-là. Et tout éditeur qui s'intéresse à l'édition du manuel scolaire dans chacun de ces pays doit s'assurer qu'il transmet dans ce manuel le curriculum que l'État a mis sur pied. Et dans ce curriculum, bien sûr, il y a des compétences que l'État cherche à transmettre ou bien à inculquer dans ses citoyens. Donc, il y a d'abord ces normes de contenu. Et il y a les normes physiques aussi. Le livre nous faisons le livre pour la jeunesse, pour les étudiants, pour les élèves. Ce manuel doit être attrayant en plus. Donc, mais quand s'il n'est pas attrayant, vous voyez déjà qu'il n'est pas intéressant à toucher, ça ne devient pas en quelque sorte ce que nous voulons dire comme éditeur, que le manuel soit comme un jouet entre les mains des élèves, qu'ils aiment toucher le livre, qu'ils deviennent amis avec ce livre-là. Donc, et dans tout cela aussi, il faut que la relue de ce manuel soit durable. Donc, la qualité du papier doit être bien définie, la relue doit être bien définie. Et bon, maintenant, ça doit quand même respecter un certain prix. Vous faites le manuel scolaire ne peut pas avoir un certain prix au-delà de ce qu'il est attendu des éditeurs. Donc il y a plusieurs paramètres que l'on doit respecter pour s'aligner aux normes du manuel scolaire. Alors, avant de donner la parole aux autres, qui fixe ces normes? Est-ce qu'on a aujourd'hui, comme c'était le cas, on a fait une émission sur les télécommunications, il y a l'Union internationale des télécoms, par exemple, qui est un organisme onusien, qui établit des normes au niveau international, qui sont des normes qui sont des recommandations à la plupart des pays. Est-ce que dans le domaine de l'édition, notamment du manuel scolaire, il y a une instance internationale qui fixe des normes ou c'est le fait de chaque État? Les normes, vous savez, l'édition date de très longtemps. Donc, il n'y a pas d'autorité qui fixe les normes, mais au fil du temps, la profession a imposé des normes. Et donc, celui qui se dit éditeur professionnel et standard, c'est quel genre de livre doit présenter aux élèves quand il fait son édition. Mais aussi, certaines normes sont souvent prescrites dans des pays où il y a un appel d'offres. Donc l'État dit, il prescrit le manuel que nous voulons acheter pour nos élèves doit respecter telle autre norme. Donc, mais la concurrence aussi permet à ce que chacun essaye d'améliorer son produit pour qu'il respecte davantage aux normes pour être beaucoup plus acceptable. D'accord. Alors, monsieur Roger Kafo, je vous pose la même question au niveau de l'éducation, parce que là, on a beaucoup parlé du manuel scolaire, de l'édition. Est-ce qu'au niveau de l'éducation, la manière dont elle devrait être faite, est-ce qu'il y a des normes internationalement reconnues? Oui, c'est une question intéressante. Intéressante pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de normes en ce qui concerne le manuel scolaire, on parle en même temps des normes en ce qui concerne le livre de façon globale. Et là,
on rentre dans le champ de ce qu'on appelle la politique du livre, qui inclut la politique du manuel scolaire. Et cette politique-là, lorsqu'on regarde au niveau international, il faut lire les textes de l'UNESCO. Il faut maintenant rentrer dans chaque pays pour voir qu'il y a plusieurs orientations. Il y a l'orientation qui est strictement, je voudrais dire absolument libérale, qui voudrait qu'il y ait une liberté totale. Seul l'enseignant choisit le manuel qu'il utilise avec ses élèves. Ça, c'est l'option extrême. À l'autre extrême, il y a la centralisation, qui veut que l'État définisse de manière stricte les normes pédagogiques, les contenus idéologiques, et va jusqu'à sélectionner le livre unique que tous les élèves de tout un pays doivent avoir. Ça, c'est l'autre extrême. Entre les deux, il y a une politique socio-libérale qui veut que on est en situation de liberté restreinte. C'est-à-dire que l'État définit une série de normes, mais donne une possibilité de choisir entre un certain nombre d'ouvrages. Si vous prenez un pays comme l'Espagne, au sorti du 19e siècle, en Espagne, on prescrivait 6 livres par niveau et par matière. Et chaque école avait la possibilité, dans les 6 livres, de sélectionner un. Et cette liste se renouvelait tous les 3 ans. Lorsqu'on parle de politique du livre et lorsqu'on parle de normes, il faut se poser la question, est-ce que l'État, dans chaque pays, a intérêt à laisser une liberté totale pour que le marché contrôle et la quantité et les contenus et la qualité des manuels scolaires? Point d'interrogation. Deuxièmement, est-ce que c'est une bonne chose que l'État centralise tout et définisse jusqu'à la virgule près la qualité et le contenu du manuel scolaire? Est-ce que la politique entre les deux n'est pas la bonne? C'est-à-dire que sans totalement tourner le dos au marché, il est possible à l'État de fixer un cadre qui permette qu'il n'y ait pas trop d'excès. Et lorsque vous prenez par exemple un cas comme l'Algérie, l'Algérie a, à partir de l'indépendance, l'Algérie a hésité longuement entre la liberté absolue, la liberté restreinte et puis la centralisation. Et il y a eu des périodes de centralisation, mais progressivement, depuis 1971, par exemple, l'Algérie a choisi clairement l'interventionnisme de l'État dans le secteur du manuel scolaire. Et cet interventionnisme de l'État est aussi une sorte de volontarisme de l'État, parce que former un citoyen dans la mondialisation, pour qu'il soit à la fois un citoyen de l'État-nation et un citoyen du monde, nécessite qu'on définisse clairement jusqu'où la mondialisation peut nous envahir et à partir de quel moment est-ce que l'État prend les choses en main. Ça, il faut annexer à cette politique du livre une politique budgétaire. En Algérie, par exemple, depuis 1971, l'État algérien met 23% du budget dans l'éducation. Dans notre pays, officiellement, c'est 14%. Mais quand on va dans les chiffres, réellement, on est autour de 10%. Il faut y annexer une politique fiscale qui concerne l'importation des matériaux et même des ouvrages. Et dans ce sens-là, les structures internationales, notamment l'UNESCO, ils ont mis en place dès les années 60 ce qu'on a appelé l'accord de Florence, qui avait une option libérale. Justement. Et qui ouvrait le marché du livre de façon globale et même du manuel scolaire à une liberté totale. Et dans un pays comme le Cameroun, notre pays, jusqu'en 2012, il n'y avait pas de politique du manuel scolaire. On a tenu un forum national du manuel scolaire du matériel didactique dont l'objectif était de mettre en place une politique du manuel scolaire. Jusqu'aujourd'hui,
cette politique n'est toujours pas faite. Voilà. Alors avant qu'on ne revienne, on fera le débat sur qu'est-ce qu'il faut faire. On fera ce débat, je pense que c'est important. Est-ce qu'il faut centraliser? Est-ce qu'il faut libéraliser? Est-ce qu'il faut le juste milieu? On fera ce débat au cours de l'émission. Mais avant d'avancer avec vous, Jean Bosco Talla, j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce que j'appelle les normes au niveau de l'éducation, parce qu'il n'y a pas que le livre. Ce n'est qu'un pan. On voit aussi qu'il y a plusieurs problèmes dans des pays africains. C'est l'absence, par exemple, de bâtiments, de salles de classe. On a encore dans plusieurs pays africains des élèves qui sont assis à même le sol pour suivre la leçon. À côté de ça, il y a un problème même de nombre, parce que quand il existe des salles de classe, vous avez des salles de classe aujourd'hui avec 100 élèves, avec parfois beaucoup plus de 100 élèves. Donc, il y a un certain nombre de préoccupations comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas au niveau international des normes qui disent pour garantir une bonne éducation dès la base, une classe, par exemple, ne doit pas avoir plus de 20 ou 30 élèves, il faut tel nombre d'enseignants par élève, il faut avoir un cadre propice pour l'enseignement. C'est un peu ça la préoccupation que j'ai. Oui, Jules. Mais avant de répondre à ta question, je vais revenir un peu sur deux aspects que mes prédécesseurs ont évoqués par rapport à la norme au niveau de l'édition, surtout l'édition du manuel scolaire. Parce que dans un contexte normal, l'édition du manuel scolaire devrait tenir compte d'abord d'un programme. Le programme défini par les instances habilitées à le faire, et l'éditeur ne devrait, disons, les écrivains d'abord, ceux qui écrivent ces manuels, et les éditeurs ne devraient aller à l'impression ou à l'édition que conformément d'abord au programme qui a été établi. Dans certains pays, par exemple, comme la France, il y a ce qu'on a mis en place un certain nombre de structures, par exemple, un Conseil national des programmes. Le Conseil national des programmes, par exemple, fait une lettre de cadrage. Après, la lettre de cadrage est envoyée au groupe technique disciplinaire. C'est à ce niveau que les programmes sont élaborés. Lorsque les programmes maintenant sont élaborés, c'est après la validation de ces programmes que maintenant on peut, disons, rédiger et écrire les livres. Et avant même que ces livres n'entrent au programme, il faudrait que ces livres soient testés peut-être 14 à 2 ans avant dans des écoles ou des établissements expérimentaux. Alors, après cela aussi, la qualité du livre, là je parlais du contenu, parce que le contenu devait également respecter les directives, les grandes orientations de l'éducation, c'est-à-dire, en fin de compte, le type d'homme qu'on voulait former pour la société en question. Après ça, il faut la qualité. En termes de normes, l'éditeur a ce qu'on appelle également un code de typographie qui devrait être respecté lorsqu'on édite un ouvrage, comme par exemple ce que vous avez devant vous. Un ouvrage qui entre, par exemple, dans un programme devrait avoir un certain nombre d'éléments qu'on devrait avoir, des éléments qui devraient être des éléments sur lesquels on devait se fonder pour choisir le livre. On appelle généralement ça les éléments du péritexte. Par exemple, si vous allez dans certains pays, au Cameroun et comme ailleurs, vous allez voir que certains livres qui entrent au programme n'ont même pas l'année d'édition, n'ont même pas de code ISBN, n'ont même pas, on peut dire, qu'est-ce que je peux dire, quelquefois, le nom de l'auteur. Or, tous ces éléments sont des éléments du péritexte. Le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, la préface, la dédicace, ce sont des éléments qu'on devrait tenir compte parce que ça donne des renseignements sur le contenu du livre, du moins en littérature. Il en est de même en sciences et autres. Pour revenir maintenant à la norme par rapport aux constructions des bâtiments, dans presque tous les pays d'Afrique, on va se rendre compte, et là je vais un peu avoir une restriction, par rapport à l'environnement de l'éducation. Ce que tu as dit tout à l'heure est valable pour les milieux, oui, des grandes métropoles. Il faut le dire également que dans l'arrière-pays, il y a des zones où on n'arrive pas à avoir 2 ou 3 élèves, ou quelquefois dans des salles de classe. Mais dans les grandes métropoles,
depuis un certain temps et depuis le début des années 90, que ce soit à Bamako, que ce soit à Dakar, que ce soit au Burkina ou également à N'Djamena, on se rend compte que la plupart des salles de classe sont bondées et on retrouve des salles de classe avec 100, 120, 150 élèves, ce qui n'est déjà pas normal. Or, une classe avec 100 ou 120 élèves impose déjà à l'enseignant une manière d'enseigner. En même temps qu'on demande l'UNESCO, je pense que le Cameroun, il n'y a pas longtemps, parlait de 60 élèves par classe, parce que c'était la norme du Cameroun. Et même 60 élèves par classe, c'est déjà pas tenable pour un enseignant. Aujourd'hui, on est monté à 80 par classe. La dernière, les dernières directives du ministre en charge de l'éducation et des enseignements secondaires au Cameroun parlent de 80 par classe. Mais la norme devrait tourner autour de 40, 45 élèves par classe pour que les élèves, pour que l'enseignant puisse suivre l'élève. Dans l'enseignement général. Oui, dans l'enseignement général. Là, 40, 45, alors que les effectifs doivent être réduits dans l'enseignement technique, parce que dans l'enseignement technique, on doit allier le savoir à la pratique. Ouais. Ce qui veut dire qu'il faudrait également avoir des postes de travail bien fixes pour permettre aux élèves, aux apprenants directement, de manipuler le matériel qu'on a, et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte également que en Afrique en général, en Afrique francophone surtout, parce qu'en Afrique du Nord, tel qu'au Maroc, en Tunisie, en Égypte, les établissements sont les mieux fournis. Vous allez vous rendre compte que dans l'enseignement général, et encore grave, dans l'enseignement technique, il n'y a pas de laboratoire. Ce qui veut dire que l'essentiel de l'enseignement qu'on donne aux élèves est essentiellement théorique. Voilà. Alors, je voulais peut-être avec M. Assipolo, parce que ça, c'est un problème qui me semble suffisamment important pour le relever. D'après les premiers développements, j'ai comme le sentiment en vous écoutant qu'au niveau mondial, il n'y a pas une réelle police qui sévit pour veiller à ce que justement l'éducation ait un certain nombre de normes, parce qu'en conclusion, on aura toujours ce déséquilibre entre les pays où on a l'impression que les gens sont plus intelligents que d'autres, mais le problème est à la base, c'est que les gens ne sont pas formés dans les conditions optimales. Si vous formez vos techniciens sans laboratoire, il est évident que vous ne les appellerez pas des ingénieurs demain, parce qu'un ingénieur n'est pas un spécialiste de la théorie, c'est davantage un praticien. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui qu'il y ait au niveau international une instance au-delà de l'UNESCO ou qui peut être l'UNESCO, qui fixe des règles qui vont, même si elles ne peuvent pas être totalement imposables au pays, mais au moins fixer un label de qualité pour justement valider un certain nombre d'enseignements? Oui, il faudrait relever, Jules, qu'il y a des rencontres périodiques. Je me souviens d'ailleurs, celle qui a abouti par exemple au Cameroun à la fameuse loi de 1998, pardon, connue sous le nom de loi d'orientation de l'éducation. C'est la conférence de Jontiens, la conférence d'État sur l'éducation. Avant, il y a eu beaucoup d'expériences en Afrique. On connaît 1944, la conférence de Brazzaville, où la question de l'école a été débattue. En 1963, la conférence des États africains sur l'éducation, c'était, n'est-ce pas, à Addis Abeba. Donc, il y a ces instances de réflexion, mais au-delà de ces instances de réflexion, chaque pays mène une politique nationale. Et cette politique nationale peut s'inspirer, n'est-ce pas, des grandes lignes fixées par ces conférences-là. Mais il faut avouer que chaque État est libre et indépendant, n'est-ce pas, de fixer ses propres approches pédagogiques. Et donc, si nous ne faisons rien, nous n'attendrons pas toujours, n'est-ce pas, que quelqu'un vienne nous dire que nous n'avons rien fait ou que quelqu'un vienne nous dire ce que nous devons faire. Lorsqu'on regarde les expériences en Afrique, on se rend compte la plupart du temps que ce sont des copier-coller, n'est-ce pas, des systèmes exogènes. On peut peut-être lier cela à l'expérience coloniale, parce qu'avec l'expérience coloniale, c'est vrai que la situation des pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, l'Angleterre, est différente de ceux qui ont été colonisés, n'est-ce pas, par la France, parce qu'avec la Grande-Bretagne, c'était l'indirect rule, tandis qu'avec la francisation, c'est la politique d'assimilation. Donc, la plupart des pays enseignement colonisés francophones perpétuent ce copier-coller. On parle des différentes approches par compétence. On n'a même pas compris ce que c'est que l'approche par compétence, que l'on demande aux gens de passer à l'approche communicative. On n'a même pas compris, n'est-ce pas, ce que c'est que l'approche communicative, qu'on demande aux gens de passer à l'approche actionnelle. C'est-à-dire, les pays occidentaux, la plupart du temps que l'on copie, essayent d'adapter
ces approches pédagogiques, n'est-ce pas, au profil et à l'évolution sociétale. Et il nous appartient à nous aussi, en Afrique, de le faire. Je voudrais relever d'ailleurs qu'il y a beaucoup de travaux dans le domaine des sciences de l'éducation, beaucoup de travaux dans le domaine des approches pédagogiques avec des propositions. Mais ce que l'on constate, et cela ne veut pas s'expliquer dans la plupart des États africains, c'est qu'on ne tire pas suffisamment profit de ces travaux-là. Donc, je voudrais relever qu'il appartient à chaque pays souverain, n'est-ce pas, d'adapter les approches pédagogiques aux différents curriculums de la population, aux différents profils et aux objectifs, n'est-ce pas, que l'État voudrait atteindre. Jean Bosco a relevé tout à l'heure un problème. Je pense qu'il voulait parler des éléments paratextuels. Nous distinguons ce qu'on appelle le paratexte éditorial, donc toutes les informations qui renvoient l'éditeur, et le paratexte octorial. Et ces éléments paratextuels, lorsque nous enseignons dans un corpus linguistique, sont les premiers éléments qui permettent d'accéder au sens du texte. Et donc l'absence de ces éléments déjà est un gros handicap pour permettre d'abord à l'enseignant lui-même, puisque l'enseignant, pour prendre un élément illustratif, doit d'abord faire ce qu'on appelle l'analyse pré-pédagogique. Ça veut dire que lui, il doit d'abord s'approprier cet ensemble d'éléments avant maintenant de pouvoir élaborer sa fiche pédagogique et puis passer à l'enseignement. Donc, en l'absence de ces éléments-là, il est évident, n'est-ce pas, que l'accès au sens du texte serait difficile. Je voudrais toujours revenir, n'est-ce pas, sur cette question d'approche pédagogique pour dire que si on prend certains pays anglophones, je me souviens d'ailleurs à Atrache, c'était en 2015, j'ai participé à un colloque qui réfléchissait justement sur ces approches pédagogiques. Et on va se rendre compte que la situation dans l'Afrique anglophone, j'appelle ça Afrique anglophone ou Afrique anciennement anglophone, est différente de l'Afrique francophone. Donc on a comme l'impression que, tandis qu'une partie de l'Afrique évolue, l'autre est comme figée. Tandis qu'une partie de l'Afrique réfléchit sur ces questions éminemment importantes, l'autre partie de l'Afrique réfléchit plutôt sur des questions non moins importantes. L'autre partie de l'Afrique politise toutes les questions, y compris, n'est-ce pas, les questions éducatives, qui sont peut-être avec des implications politiques, mais qui sont aussi des questions éminemment sociales. Lorsque les gens disent que, OK, dans l'enseignement des langues, par exemple, aujourd'hui, il faudrait que nous passions à l'approche actionnelle. Ça veut dire que nous devons former des gens pour qu'en situation, ils soient en mesure d'utiliser une langue. Alors maintenant, comment faire pour permettre que cet acteur, puisque l'apprenant n'est pas simplement considéré comme un étudiant ou un élève, mais il est considéré, même étant en classe, comme un acteur social. Et donc les contenus visent à le rendre apte face à chaque situation de communication, n'est-ce pas, de pouvoir communiquer aisément. Donc on a compris très longtemps dans certains pays qu'il ne sert à rien, n'est-ce pas, de bourrer l'intelligence des enfants avec des connaissances encyclopédiques qui peut-être ne leur serviront à rien, mais qu'il faut plutôt les outiller pour que, face à chaque situation, pour que, ils puissent avoir des éléments qui lui permettent de réagir. Voilà. Alors, M. Roger Kafo voulait réagir, et puis on va entrer sur le débat du contenu. Qui doit déterminer le contenu et quelle doit être la place de l'État? M. Kafo. Oui, merci. Je voudrais revenir sur deux choses. Premièrement, la question des normes internationales. Pour dire que, apparemment, on pourrait dire que sur le plan international, on laisse la liberté à chaque pays de faire ce qu'il veut. C'est vrai qu'il n'y a pas de moyen de contrainte au sens strict du terme. Oui. Mais lorsque vous regardez, il a bien fait d'évoquer Jomsien en 90. Mais quand vous parlez des Jomsien 90, il y a tout un ensemble de jalons. Vous arrivez à Dakar en 2000, où on parle de l'éducation pour tous, l'éducation de qualité pour tous. Et vous voyez cette évolution. On part du quantitatif vers le qualitatif. On veut l'éducation pour tous, mais ensuite on dit ça ne suffira pas parce qu'il faut que ce soit une éducation de qualité. Et donc il faut définir des normes de qualité minimales. Ensuite, on va se retrouver avec les objectifs du millénaire pour le développement. Et au cœur de ces objectifs du millénaire, l'éducation représente quelque chose d'essentiel parce que ce sont les objectifs de l'éducation qui permettent d'atteindre les autres objectifs du millénaire. Et on s'est retrouvé en 2015 avec les objectifs de développement durable, au sein duquel on a l'ODD 4, l'objectif de développement durable numéro 4, qui concerne l'éducation, qui dit clairement qu'il faut
donner une éducation de qualité à tous, tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il faut la qualité, il faut que ça soit tout au long de la vie et que ça concerne tout le monde. D'où l'éducation inclusive, l'éducation spécialisée et tout. Et donc, et là, pour accompagner l'ensemble de ces normes internationales, on a amené les États à prendre des engagements clairs sur le plan budgétaire. Il faut environ 3 à 4% du produit intérieur brut consacré à l'éducation. Il faut entre 18 et 24% du budget consacré à l'éducation, ce qui représente à peine une moyenne, parce qu'il y a des pays où on est dans les 29, 30, 40%. Quand Abdoulaye Wade était président au Sénégal, c'était 40% du budget. Je vous disais tout à l'heure que depuis 71 en Algérie, c'est 23% du budget. Donc, on ne peut pas mettre en place ces normes de qualité sans un accompagnement budgétaire adéquat. Dans le cas du Cameroun, là où le bas blesse, c'est le budget. On a l'habitude de nous dire « Oh, la plus grosse enveloppe du budget de l'État au Cameroun est consacrée à l'éducation ». Mais c'est une supercherie que je dénonce depuis un temps parce que, vous voyez, lorsque au ministère des Finances, on voit professeur de lycée, même s'il travaille au ministère de l'Agriculture, il est payé sur le budget de l'éducation. Du coup, on se retrouve dans une situation où le ministère des Finances paye plus du double du personnel qui travaille effectivement dans l'éducation sur le budget de l'éducation. Ce qui consiste à fausser complètement le financement de l'éducation. Et ça, c'est un problème sérieux. Donc, pour revenir, deuxième élément, le problème des méthodes. Le problème des méthodes est important parce qu'il touche à une question centrale qui est celle de l'organisation du monde. Les méthodes sont des outils au service d'une vision du monde. Et lorsque les méthodes rentrent dans le cadre de la taylorisation, c'est-à-dire une division du travail qui fait que le Nord a le monopole de la conception des méthodes et le Sud les importe et les consomme, c'est très dangereux parce que lorsqu'on a le monopole de la conception des méthodes, on a en même temps le monopole de l'innovation technologique. Or, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on a appelé une économie de la connaissance. Schumpeter disait que l'évolution économique aujourd'hui dépend des grappes d'innovation. Regardez la Silicon Valley, c'est elle qui a changé l'économie des États-Unis et c'est l'innovation. Ce n'est pas avec l'application, parce que lorsque vous choisissez par exemple l'APC, qui est aujourd'hui la référence pédagogique au Cameroun, ça veut dire que vous avez choisi de fuir l'innovation pour entrer dans la consommation. Et du coup, vous êtes à la périphérie de l'économie de la connaissance. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, je voudrais qu'on continue avec vous, M. Rogers Fongwe, sur un plan qui me semble aussi important, c'est le contenu de ce qu'on enseigne, c'est-à-dire le contenu des manuels scolaires. Qui doit les déterminer? Comment est-ce que cela doit être déterminé? Parce que si chaque État a la responsabilité de former ses citoyens, il faudrait effectivement qu'on détermine le contenu. Et je sais que ça fait débat depuis des années. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la plupart des pays africains? On s'est plaint du fait qu'on enseignait le climat du Japon à des jeunes Africains, qu'on enseignait l'histoire de France à des jeunes Africains, alors qu'ils sont même incapables de connaître leur propre histoire. Alors, je veux qu'on parle de ce positionnement éditorial qui me semble être fondamental dans l'éducation et la formation des futurs citoyens. Merci beaucoup. Je vais raconter un peu l'histoire. J'ai regardé la télé un soir et on posait des questions, le vox pop qu'on fait dans les rues, aux jeunes élèves français et ils ne connaissaient pas qui était De Gaulle. Or, les Africains connaissent qui est De Gaulle. De Gaulle plutôt. Ouais, De Gaulle. Donc, les Africains passaient beaucoup de temps à apprendre l'histoire des Européens. Donc, il faut revenir dans son contexte. Donc, je pense pour que ce qui se passe, c'est que les pédagogues, dont le ministère en charge de l'éducation, c'est eux qui formulent
des programmes scolaires qui déterminent le contenu des manuels. Et bien sûr, ces programmes sont faits compte tenu de ce que des compétences, comme je dis tout à l'heure, des compétences que l'État voudrait mettre en ses élèves qui seront les leaders de demain. Donc, qu'est-ce qu'on veut enseigner à ces enfants? Et bien sûr aussi que plus profondément, un État n'est pas indépendant et isolé dans le monde. Il vit dans un contexte mondial. Donc, ces programmes doivent être actualisés au fur et à mesure que l'on évolue et que la technologie aussi évolue. Donc, c'est pour répondre clairement et directement à la question, c'est le ministère en charge de l'éducation qui formule les programmes scolaires, qui détermine le contenu du manuel scolaire. Maintenant, le problème, c'est que certains de ces programmes ne sont pas actualisés, ne sont pas renouvelés. Or, dans des pays, par exemple, actuellement, nous sommes en train de reprendre tout au Kenya parce que ils sont en train de réviser le curriculum après avoir implémenté le premier curriculum jusqu'à 10 ans. Ils sont plus à 10 ans maintenant. Normalement, ils le font sur chaque 5 ans, mais ils sont allés un peu de-delà de 5 ans, parfois de moyens, comme mon confrère le disait, parce que respecter les normes, c'est une politique, et à chaque politique, c'est moyen. Donc, parfois, les pays ont de bons plans pour pouvoir réviser et actualiser les programmes scolaires comme ils le veulent, mais les moyens les manquent. Mais c'est l'État et le ministère en charge qui détermine ce programme-là. Et je vous dirais tout à l'heure, quand Asipolo parlait de la différence entre les pays francophones et les pays anglophones, je comprenais beaucoup plus, parce que je suis de la culture anglophone, je suis camerounais, mais je suis du pays de la partie anglophone. Et quand je regarde, j'ai beaucoup de la peine à comprendre pourquoi est-ce que, je regrette de le dire, mais les pays francophones sont beaucoup plus restés en arrière en termes d'édition manuel scolaire. C'est vraiment au Kenya, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, et même au Rwanda, qui venait de changer son statut de pays francophone, l'édition est bien avancée et la chose, l'éducation est tenue au sérieux. Donc, ils ont commencé, par exemple, un appel d'offres pour implémenter un curriculum chez eux depuis il y a 2 ans. J'ai participé, comme Camerounais, j'ai participé là-bas et je fais partie de ceux qui ont gagné certains lots. Donc, c'est les pays qui sauvent, mais les pays qui savent ce qu'ils veulent. Et ils actualisent leurs programmes scolaires et on évolue. Mais dans les pays francophones, hormis peut-être la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et l'Algérie, la Tunisie et les autres, mais les pays un peu sud du Sahara, francophone, il n'y a pas d'édition du manuel scolaire en tant que tel. Donc, c'est maintenant que le Sénégal essaye de coller, en ce qui concerne le manuel scolaire, mais sinon, la plupart de ce qui est du manuel scolaire là-bas est importé de la France. Donc, cette capacité éditoriale du manuel scolaire, surtout, n'a pas été développée dans ces pays francophones. Je pense que je comprends pourquoi un peu, parce que je me suis lancé dans l'édition de certains manuels qui sont destinés aux francophones. Et quand je menais mes recherches, avant de lancer dans mon projet, je me suis rendu compte que ça semblait être la chasse gardée de notre patron colon. Donc, personne ne voulait éditer le manuel scolaire parce que c'était gardé pour la France, j'ose le dire. Mais je me suis lancé dedans, j'ai commencé à faire un livre de manuel d'anglais, le Station, pour destiné aux francophones du secondaire. Et ça a donné, et je pense que ça a aussi encouragé certains Camerounais, je suis au Cameroun, ça a encouragé certains Camerounais à le faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, le Sénégal est en train de prendre la marche pour éditer ce manuel. Donc, je pense que c'est ça qui fait que ces deux blocs, pays francophones, grande différence. Oui, il y a une grande différence dans la pratique de la dispensation de l'éducation et même l'approche ou bien la présence éditoriale. D'accord. Alors, Jean Bosco Talla, c'est une question centrale. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants, de la maternelle en passant par le primaire jusqu'à l'université? Parce que c'est ce qu'on leur a donné comme bagage qui permet de déterminer le type de citoyen qu'ils seront. Alors aujourd'hui, le problème,
qui se pose dans la plupart des pays africains, notamment francophones, c'est que le manuel scolaire, en grande partie, vient de l'extérieur. Et on a l'impression également que même le contenu vient de l'extérieur. Parce qu'il y a une chose d'aller imprimer en France ou ailleurs, mais il y a une autre chose, c'est celle d'avoir le contenu aussi qui est décidé, entre guillemets, à l'extérieur. Oui, Jules, depuis un certain temps quand même, dans presque tous les pays d'Afrique, si je peux ainsi m'exprimer, il y a un effort pour également internaliser, si je peux ainsi dire, les programmes scolaires, c'est-à-dire pour faire des programmes scolaires qui reflètent la réalité de ce que les enfants vivent. Parce qu'au-delà, comme on dit, cela soulève également la question de savoir qui détermine les programmes que vous avez posés tout à l'heure là. En réalité, parler du contenu de l'enseignement, c'est d'abord avoir remonté plus haut pour voir le projet politique des gouvernants en place. Si on prend le cas où les clivages politiques sont bien établis, aussi bien certainement en Occident, la vision de l'éducation d'un parti de droite, par exemple en France, même si les fondamentaux peuvent rester invariants, mais la vision de l'éducation de la droite n'est généralement pas la même que la vision de l'éducation de la gauche. Ce qui fait que si nous, dans des pays en Afrique où il y a alternance régulière, les contenus des programmes et le type d'homme à former variera en fonction du projet politique, donc de la vision du leader qui arrive à un moment donné. Mais comme dans nos pays, dans la plupart des pays de l'Afrique centrale, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation, donc définit également la politique de l'éducation, c'est alors ceux qu'il nomme en place, que ces présidents nomment, qui définissent en réalité le contenu en fonction de la vision de celui qui est aujourd'hui à la tête de l'État. Et c'est ce contenu maintenant qu'on enseigne dans les différents établissements scolaires. Alors, la question, je ne sais pas si tu peux reprendre. Oui, non, en fait, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on va à l'école pour apprendre. Oui. Et de ce qu'on a appris à l'école, cela détermine comment on perçoit la société, comment on va faire. Oui. Moi, je me rappelle, élève, on a eu à lire des auteurs comme Prévert et tout. J'ai du mal à voir ce que Sora aurait pu apporter dans ma formation en tant que jeune à ce moment-là, alors que des auteurs aussi africains ou alors camerounais comme Mongo Betty et tout. Donc, il y a eu un problème à un moment donné qui, visiblement, n'est pas totalement résolu aujourd'hui. C'est celui du contenu. Qu'est-ce qu'on met dans le cerveau, si vous permettez l'expression, de nos élèves, de nos étudiants? Oui. Alors, sur ce plan, il y a deux options. Et les deux volets doivent être pris en considération. Il faut d'abord comprendre que dans nos établissements scolaires, nos élèves et étudiants doivent d'abord être ouverts au monde. Ce qui fait que les ouvrages, même s'ils sont écrits par des auteurs non africains ou des auteurs qui ne sont pas des pays concernés, permettent d'ouvrir ces élèves au monde et de respecter la dimension universelle de l'éducation. Tu as pris par exemple le cas de Prévert. Jacques Prévert est une œuvre poétique. Ça permet à l'enfant de voir comment est-ce qu'on peut écrire une œuvre poétique. Oui, mais j'aurais aimé peut-être lire des poètes africains. Et ils en existent, ils sont nombreux. N'empêche également que de plus en plus... Parce qu'à Concarreux, en France, vous ne verrez pas dans des lycées français Angèle Bévin, Ferdinand Léopold Lono, Sembène. Oui, ce qu'on peut reprocher etc. à nos dirigeants ou à ceux qui choisissent les livres qui entrent au programme, c'est cette, comment on appelle encore ça? Ce complexe. Non, c'est au-delà du complexe, c'est-à-dire le nombre de plus en plus croissant des ouvrages qui parlent de la vie des autres, d'ailleurs, que des auteurs internes. Mais de plus en plus, dans la plupart des pays africains, quand vous regardez les livres inscrits au programme, des efforts sont faits
pour introduire dans les programmes des auteurs africains, parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, ce sont également nos auteurs africains qui sont ils sont plus compris par nos élèves et étudiants, parce que, ayant vécu dans l'environnement dans lequel ils sont, et parce que posant les problèmes qui se trouvent et qui peuvent être qui se posent dans notre environnement concrètement. Et aussi en sciences comme en littérature. Vous verrez par exemple, si je prends un livre comme Les sciences de la vie et de la terre, on n'ira plus étudier par exemple le mont Oura. On a introduit par exemple dans un livre de sciences de la vie et de la terre au Cameroun, le mont Cameroun, le mont Bambuto, le mont Kenya, alors qu'auparavant on allait étudier les monts dans les pays occidentaux. Ce qu'il faut reprocher, c'est cette inflation de livres étrangers qu'on met dans les différents programmes scolaires. Alors, rapidement, on va peut-être, avant que vous ne réagissiez, on va prendre une légère pause pour le moment et on reviendra, parce que j'estime que c'est une question assez importante. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la parole sur le sujet. Et entre-temps, on parlera également de ce que doit faire l'État. Est-ce qu'il faut que l'État centralise, comme c'est le cas aujourd'hui en Algérie, comme l'a relevé M. Kafou, ou bien il faut une plus grande liberté? Madame, Monsieur, nous marquons un arrêt et nous revenons pour la deuxième et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Elle examinait ma mine et mes vêtements qui étaient des vêtements de la ville. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, l'accès au manuel scolaire constitue un des principaux défis des systèmes éducatifs. Pourtant, le manuel scolaire est l'un des outils ayant le plus d'influence sur la qualité des apprentissages. En 2012, une étude dressait un portrait peu rayonnant sur l'accessibilité des manuels scolaires dans les écoles sénégalaises. Elle affirmait qu'au niveau élémentaire, aucun manuel n'était conforme au programme d'enseignement. Elle relevait également des dysfonctionnements importants dans les mécanismes d'approvisionnement et concluait sur l'urgence de revoir ces derniers. L'usage des manuels scolaires aujourd'hui en Afrique, je pense que c'est une question extrêmement délicate. Pour le cas du Cameroun, il m'a semblé que cet usage était quelque peu abandonné à lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de dispositifs qui avaient été mis en place pour encadrer le livre scolaire, son entrée dans les programmes scolaires, sa sortie, son fonctionnement et autres. Mais les instances qui étaient chargées de veiller à cela, de veiller à la bonne marche des textes qui avaient été adoptés, il me semble que n'avaient pas fonctionné comme il se devait. Et du coup, nous nous sommes retrouvés dans une situation qui était un chaos, où personne ne se retrouvait plus dans le système, que ce soit les enseignants, que ce soit l'institutionnel politique ou de toute autre forme. Donc ça a été à un moment donné un usage, peu responsable. Dans cet ordre d'idées, il apparaît alors urgent pour les gouvernements africains de mettre en place une politique rigoureuse du manuel scolaire et du matériel didactique. Car l'approvisionnement des manuels scolaires ne peut être durable sans un mécanisme adéquat et performant. Ce qu'on a remarqué jusqu'ici, c'est que les parents comme les lecteurs étaient dans une posture des personnes qui subissent en réalité des textes et lois qui ont été adoptés en haut lieu. Et ils ne pouvaient rien faire pour changer quoi que ce soit. Mais on a vu que quand même l'opinion publique s'est saisie de la question. Vous vous rappelez du brûlot, appelons ça ainsi, du professeur Marcelin Mounda-Etoile, qui est paru l'année dernière et qui a été un pavé dans la mare et qui a attiré l'attention de manière énergique et, je dirais, sarcastique sur le désordre qui s'était installé. Donc je pense qu'il y a des usages qui ont été mis en place, mais il y a eu également une sorte de sursaut d'orgueil qui a été au fait d'un certain nombre d'intellectuels sentinelles qui ont pensé qu'il fallait remettre de l'ordre. Certains pays ont jusqu'ici obtenu des résultats remarquables sur le plan de l'élargissement de l'accès à l'enseignement, mais cette évolution n'est pas allée de pair avec une amélioration de la qualité de l'éducation dans la région. La pénurie chronique des supports d'apprentissage, dont des manuels scolaires bon marché et de qualité, continue de ralentir le progrès en termes d'amélioration des résultats. Une situation qui s'explique par les coûts de production, aggravés par l'augmentation rapide des effectifs scolaires dans la région, qui déséquilibre le ratio manuel scolaire-élève dans l'enseignement. Dans certains pays, ce ratio n'est encore qu'à 1 manuel pour 11 élèves pour la lecture et 1 manuel pour 13 élèves
pour les mathématiques. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Alors, nous nous sommes séparés en parlant un peu du problème de contenu, que faut-il mettre dans les enseignements. Monsieur Assipolo souhaitait réagir sur la question. Oui, c'est une question éminemment importante. Et je voudrais, à l'entame de mon propos, dire que lorsqu'on parle de l'éducation, il ne faudrait pas uniquement viser l'école, c'est-à-dire le cadre formel. Parce qu'il y a le non formel et puis il y a l'informel. Et n'est-ce pas, toutes, du moins, ces approches contribuent à structurer, n'est-ce pas, l'individu. Parce que l'enfant conforme, ou alors l'homme que nous sommes aujourd'hui, est en fait le fruit, n'est-ce pas, de ces différentes approches. Alors, les contenus de l'école doivent également répondre à une politique sociétale de manière générale. Et lorsqu'on observe en Afrique, les contenus de ces différents manuels, on va toujours se retrouver avec le clivage qu'on a évoqué. Je ne voudrais pas prendre les pays du Maghreb, je ne voudrais pas prendre les pays, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud, mais beaucoup plus de l'Afrique au sud du Sahara, pour dire qu'on va observer ce clivage entre, n'est-ce pas, la zone anglophone et la zone francophone. Certains pays de la zone francophone, bien évidemment, essaient de rattraper leur état, adaptent les contenus, parce que j'ai évoqué la conférence de 1963, il a évoqué Dakar, après j'en tiens de 90, Dakar 2000, qu'il était question de former des citoyens enracinés dans leur culture. Ça, c'est le premier objectif. D'abord, des citoyens enracinés dans leur culture et puis ouverts au monde. Donc, les contenus devraient permettre justement d'atteindre cet objectif-là. Alors, lorsqu'on prend des manuels aujourd'hui, qu'on les lit, qu'on les examine, est-ce que ces manuels-là permettent véritablement de former des gens qui sont enracinés dans leur culture? Ça pose problème lorsqu'on regarde beaucoup plus les textes de la littérature, les ouvrages d'histoire. Il y a toujours ces références-là, n'est-ce pas, aux réalités qui sont extérieures à l'Afrique, qui sont extérieures aux pays africains, alors que sur 80% au moins, on devrait avoir des contenus, n'est-ce pas, qui renvoient au vécu de l'Afrique. Combien d'Africains, lorsqu'on dit Gorée, est-ce que ça leur parle? Est-ce que ça leur rappelle quelque chose? Ou Bimbia. Lorsqu'on dit Bimbia, est-ce que ça leur parle? Est-ce que ça leur rappelle quelque chose? Il y a eu des villes en Afrique qu'on a baptisées Victoria. C'est une partie de notre histoire. Au Cameroun, je pense que c'est en 1982 qu'on a décidé de baptiser la ville Victoria, que Alfred Sacré avait dédiée à la reine Victoria. On a décidé de la baptiser Limbe, par exemple. Donc, on a des réalités comme ça qui ne nous parlent pas. Et on comprend pourquoi, lorsque les Africains veulent aller en voyage, c'est la Côte d'Azur, parce que chaque fois on leur parle de la Côte d'Azur. On a passé le temps, n'est-ce pas, à leur parler de la Côte d'Azur. Pourtant, on parle très peu du mont Kilimandjaro. Il a essayé de l'évoquer tout à l'heure. On parle très peu, n'est-ce pas, de Tombouctou, voilà. Et c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les contenus permettent véritablement d'avoir des citoyens enracinés dans leur culture? Maintenant, il y a un autre élément très important qu'il faut prendre en compte, c'est l'élément linguistique. Les pays africains qui ont adopté les anciennes langues coloniales comme langue officielle continuent à adosser la norme de ces langues, n'est-ce pas, sur celle des anciennes puissances colonisatrices. C'est-à-dire qu'on veut, par exemple, que le Tchad a aussi l'arabe comme langue officielle, à côté de l'anglais. La République centrafricaine, il y a le sango à côté du français, mais le français est majoritaire. Au Sénégal, on a le Wolof, Congo démocratique, on a la Lingala, à côté du français, mais le français est majoritaire. Mais on continue à demander à ce peuple de parler le français selon une norme dictée de l'extérieur. Or, lorsqu'on examine les corpus, qu'il s'agisse du français ou de l'anglais, on va se rendre compte, par exemple, que ces langues ont développé des normes endogènes. Et chaque fois qu'on a fait le diagnostic des systèmes éducatifs et qu'on a dit que l'enseignement était mal donné, alors j'ai posé une question. Les enseignants n'étaient pas qualifiés pour enseigner, ou alors n'étaient-ils pas qualifiés pour enseigner en français et en anglais? Et c'est là également un enjeu. Est-ce qu'un texte écrit dans un français standard est accessible à un enfant, par exemple, qui a appris à dire le type ci, tandis que la norme du français lui oblige de dire ce type ci ou cette femme-là? Est-ce que l'enfant qui a l'habitude d'acheter le poisson braisé, le français dira poisson cuit aux grilles, comprend mieux, a accès à ce contenu dans lequel on lui parle dans une langue qui lui semble extérieure? Je pense aussi que le problème linguistique, du moins l'accès au contenu, peut aussi être un problème de langue. Et j'ai fait un test avec mon fils lorsqu'il était en prématernelle. La norme du français veut qu'on dise une balle.
Mais à l'école, on leur dit une balle. Et donc l'enfant te dit que la maîtresse, comme la maîtresse a dit une balle, la prononciation exacte c'est une balle. Donc inutile de lui dire une balle. Donc il y a également cet aspect qui peut empêcher aux enfants d'accéder au contenu et justement de s'approprier ces différents contenus-là. Donc en dehors des éléments exogènes, c'est vrai, le cœur culturel de l'Afrique subsaharienne bat encore majoritairement en France, on évoquera cela tout à l'heure. Parce que lorsque vous faites un ouvrage, vous avez parlé de l'ouvrage de Roger tout à l'heure, c'est l'Harmattan, c'est à Paris. Pour qu'il fasse venir son ouvrage ici, il faut qu'il paye à Paris. Donc les impôts sont payés à Paris, l'argent rentre à Paris. Donc il y a cet aspect financier, en dehors du fait que l'aspect culturel fait que le cœur de l'Afrique encore bat en France, alors que on devrait avoir, n'est-ce pas, pour un auteur centrafricain, le cœur culturel de la Centrafrique devait battre à Bangui. Le cœur culturel du Sénégal devrait battre à Dakar, le cœur culturel du Cameroun devait battre, n'est-ce pas, à Yaoundé. Donc, c'est autant d'aspects importants. Former des citoyens enracinés à leur culture. Maintenant, lorsqu'on observe les comportements sociaux, lorsqu'on observe le raisonnement de nos jeunes, est-ce qu'on a véritablement réussi à former ces citoyens enracinés dans la culture? Lorsqu'on regarde le comportement de nos jeunes filles, on prend une fille de 25 ans, mais lorsqu'on regarde son âge mental, elle a 11 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a 11 ans? À quelle source éducative est-ce qu'elle s'abreuve? On verra que ce sont les novellas. Donc, il y a tout cela, il y a tout cet ensemble à côté de l'école qui est le cadre conventionnel, il y a tous les autres éléments de la socialisation qui font... Voilà. Et vous verrez que je sors par là pour dire que dans certains pays, par exemple, dans les médias, on a fixé des quotas. Et on dit, par exemple, que pendant les périodes Access Prime Time, les périodes de grande écoute, eh bien, les chaînes ont l'obligation de diffuser au moins 80% des produits d'expression originale. Voilà. Or, chez nous, pendant cette période d'Access Prime Time et de Prime Time, ce sont les séries brésiliennes. Enfin, il y a la loi qui existe, elle n'est pas juste respectée, voilà. Je peux vous rassurer. Alors, monsieur Kafo, sur la question du contenu éditorial, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les livres? Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, les élèves, les étudiants, on veut avoir des ingénieurs, mais ils sont plutôt formés sur des choses qui sont très loin d'eux, alors qu'il y a des terres à côté d'eux qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce qu'on réussit effectivement à transformer son environnement si on s'abreuve toujours de manière compliquée avec ce qui nous est totalement externe? Oui, c'est une question centrale. Il a déjà déblayé un peu la question. Je voudrais commencer par dire que lorsqu'on pose le problème des contenus, on pose en même temps le problème de l'orientation même de ces contenus. Parce qu'on peut mettre même des contenus locaux qui n'atteignent pas les objectifs. Parce que l'éducation est un outil stratégique. Où est-ce que nous nous trouvons dans la mondialisation? Nous venons d'où et nous voulons aller où? En fonction de ces choix, de la réponse à ces questions, les contenus ne seront pas les mêmes. Justement. Et pour mettre un peu de l'eau à vos moulins, ça voudrait dire qu'on pourrait décider d'avoir des contenus qui ne sont pas locaux, qui viennent de l'extérieur, mais cela doit entrer dans une vision stratégique. Exactement. Ça doit rentrer dans une vision stratégique parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes des pays qui se battent pour sortir, comme disait Césaire, dans la tragédie du roi Christophe, il parlait sortir de la racke de l'histoire et aller vers le centre, parce que nous sommes des pays périphériques, le centre de la mondialisation. Pour le faire, il faut opérer des choix. Nous ne pouvons pas accepter une mondialisation qui nous donne des contenus de soumission à nos enfants, des contenus de distraction. On a une école où on met en avant la jouissance des biens culturels, alors que nous ne produisons pas ces biens culturels, qui met en avant la soumission aux règles, alors que nous avons une population qui a besoin de contester le statu quo mondial et de se frayer une place. Et donc, il faut donner une orientation stratégique à la fois au contenu et à l'enseignement même de ces contenus. Ce qui fait que on va enseigner l'Égypte, mais on ne va pas enseigner l'Égypte comme un Français enseignerait l'Égypte. C'est le même contenu, mais on n'enseignerait pas de la même manière. Et donc, sur ce plan-là, c'est extrêmement important de mettre une dimension purement stratégique, à la fois dans les contenus et dans la manière d'aborder et d'enseigner ces contenus. Deuxièmement,
nos universités ont une très grande mission qu'elles n'accomplissent pas. Parce que quand je vois nos universités, vous faites une faculté d'économie, on va vous enseigner John Maynard Keynes, on va vous enseigner Adam Smith, c'est très bien, mais ce qu'on oublie, c'est qu'Adam Smith, quand il a écrit La richesse des nations, ce n'était pas pour la mondialisation. Il voulait trouver une possibilité pour la Grande-Bretagne de devenir le pays le plus riche du monde. Et il y a réussi parfaitement. Alors nos universités, depuis 2 siècles, enseignent Adam Smith comme s'il avait écrit son livre pour nos pays. C'est une aberration. Je pense que l'université a pour mission centrale de créer l'innovation qui change le pays dans lequel elle est implantée. Si vous regardez, j'ai parlé tout à l'heure de la Silicon Valley, c'est 2 universités américaines qui portent la Silicon Valley. Vous avez l'université de Berkeley et l'une de ces 2 universités. Alors notre université aujourd'hui n'est pas dans l'innovation, elle est dans l'imitation. Vous prenez toutes nos thèses sont des thèses qui appliquent les théories étrangères. On ne fait aucune thèse pour développer une théorie nouvelle et ça, c'est un véritable problème. D'accord, en 30 secondes, M. Assipolo. En 30 secondes, je voudrais dire à l'ami Roger, bon, je le trouve un peu excessif. Notre université fait le travail qu'elle doit faire, mais je pense que le problème se trouve au niveau du relais. Au niveau de l'État. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est à quoi c'est tous les travaux que nous faisons dans ces universités. Je ne voudrais pas... Bon, on dit le mois est haïssable. Beaucoup de propositions sont faites. Par exemple, il y a en 2016 un enseignant qui a publié un livre, Linguistique et émergence des nations, dans lequel il démontre que la langue est une matière première comme l'or et qu'on peut investir sur la langue et en tirer des bénéfices. Mais cet ouvrage est méconnu, cet ouvrage n'est pas médiatisé. Et ce qui arrive généralement, c'est vrai, on va dire la France, la France, la France. Lorsque vous faites la proposition de cet ouvrage à la France, on le récupère. Le Centre national de la recherche scientifique, très rapidement, commet des études sur l'ouvrage pour comprendre ce que vous pensez. Mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas que nous devons nous approprier, n'est-ce pas, des fruits de ces différentes recherches. Dans notre université, Atu, il a eu le courage de rester. Atu, vous le connaissez, c'est un Camerounais, avec, le cardiopathe, par exemple. Donc, il y a des productions qui sont faites, mais je pense que le problème, le plus souvent, c'est d'abord au niveau du financement, la première chose, et au niveau de l'utilité de ces travaux. D'ailleurs, ce n'est pas à l'universitaire de rendre son travail utile, il appartient à l'État de s'approprier, n'est-ce pas, ces travaux qui sont faits. Il y a beaucoup qui sont partis, qui avaient découvert depuis 2008, fabriquer l'huile de safou. Bon, on dit la prune, l'huile de safou. Alors, il est parti avec les pressions qu'il a eues ici, donc peut-être dans nos universités, il y en a qui reproduisent, n'est-ce pas, les schèmes coloniaux, mais il faut également dire qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui font des propositions, mais le problème se pose au niveau du... Ça veut dire qu'il n'y a pas une réelle politique au niveau de la recherche, parce que là, on est en plein au cœur de la recherche. L'État ne finance pas suffisamment la recherche innovante. On se contente effectivement de fonctionner dans une logique de mimétisme. Alors, je voulais qu'on sorte sur la question, parce que, oui, en 30 secondes, vraiment. Je voulais revenir sur la question de la langue qu'ils ont soulevée. Nous savons très bien que toute langue porte une vision du monde et que pour nous dominer, en réalité, il a fallu d'abord qu'on nous montre que nos langues ne valent absolument rien. Et derrière la question de la langue, et derrière également la question de la jouissance, par rapport aux telenovelas et autres qui fait florès dans presque tous les États africains, il y a une volonté politique ou une absence de volonté politique pour également faire en sorte que nos langues soient ou bien revivent dans nos établissements scolaires par les jeunes enfants. Est-ce que les dirigeants des États africains ont cette volonté de faire revivre nos langues? Je doute vraiment fort de cela. Il y a quelques exemples. Au Sénégal, on a commencé un peu à enseigner en Wolof. Au Mali, on fait des efforts, mais c'est encore très timide. Et la question de la jouissance est aussi fondamentale. Parce que dans des régimes qui refusent toute démocratie et qui refusent toute alternance, il vaudrait mieux faire jouer, livrer les uns au jeu, les détourner des questions primordiales pour la vie d'une nation. C'est soit les jeux, soit l'alcool, soit le football également, pour qu'enfin il continue à régner ad vitam aeternam.
Il faut bien le préciser. D'accord. Alors, Monsieur Rogers, moi je voulais qu'on évolue parce qu'on a parlé du contenu, mais il y a aussi un problème de méthode. Comment est-ce qu'on transmet? Et c'est là où M. Kafo parlait de l'orientation, mais au-delà de l'orientation, c'est comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on évalue, effectivement, parce qu'il y a toujours des images qui font rire pour faire la comparaison entre le système francophone et le système anglo-saxon. On dit, chez les francophones, on vous demande quels sont vos diplômes, et chez les anglo-saxons, c'est qu'est-ce que vous savez faire. Ouais. Alors, est-ce que la question de la méthode aussi n'est pas au centre de cette problématique? Je pense que les contenus définissent d'a priori la méthode d'évaluation. Donc, quand un contenu est dressé, forcément, il y a des prescriptions comment évaluer ce contenu. Mais je voudrais rapidement dire, dans ce contenu, pour ajouter à ce que nos confrères venaient de dire, c'est les compétences que nous recherchons. Donc, c'est une vision d'un pays, d'un président, qui est transmise dans des programmes scolaires, mais cette vision doit pouvoir enseigner certaines compétences. Donc, moi, par exemple, étant éditeur, je recrute ceux qui cherchent de l'emploi pour travailler dans une maison d'édition. Mais les compétences n'y sont pas. Parce que les contenus sont faits de manière à ne pas répondre directement aux besoins du marché d'emploi. Donc forcément, les compétences doivent être claires de manière à ce que quand un élève finit l'école, qu'il puisse trouver du travail. C'est la cause, je pense, pour moi, c'est ce qui se passe dans nos pays africains où il y a tellement le taux de chômage est très élevé. Et très élevé, alors qu'en même temps, vous rencontrez des entreprises qui ont... C'est l'un des paradoxes, et vous faites bien de le relever, c'est-à-dire quand vous faites le tour de plusieurs entreprises africaines ou des multinationales et tout, ils ont toujours un problème de personnel. Et j'en ai. A contrario, vous voyez, le taux de chômage est toujours important. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils vous disent, mais il y a des gens qui sont diplômés. Il y a des gens diplômés, mais qui ne peuvent rien faire. Je veux continuer pour avant qu'on ne me m'arrache la parole. Parce que justement, comme tu le disais juste tout à l'heure, les gens présentent des diplômes. Ce n'est pas des diplômes que nous cherchons. Vous pouvez avoir des diplômes, mais vous n'avez pas de compétences à me donner. Donc je ne peux pas vous recruter. Surtout quand ils viennent dire, bon, j'ai un master en ceci, j'ai cela, et le salaire que je veux, c'est 300 000. Mais tu veux 300 000, tu as des diplômes, tu n'as pas d'expérience, je vois les compétences que tu me présentes là, tu ne peux pas, quand je te pose des questions, je vois que tu ne pourras pas faire ce travail. Donc, forcément, le contenu doit être conçu de manière à pouvoir enseigner des compétences qui répondent aux attentes du marché. Ça, c'est très, très, très capital. Et comme il disait tout à l'heure, assez pour la dire que peut-être il le trouve un peu excessif. J'ai l'impression que Roger est un peu mondialisation. C'est Trump qui disait que America. Bon, mais je veux dire, chaque nation vit dans un espace. Mondialisation, c'est un espace. Et chacun doit savoir ce qui se joue dans cet espace et dire quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir survivre dans cet espace. Donc ces contenus-là ne sont pas faits uniquement pour un pays. Ça, je suis éditeur et j'exploite les contenus pour me faire agréer dans les différents pays. Et ces contenus-là sont faits de manière à ce que, oui, le pays, la culture du pays est valorisée, mais il y a une ouverture sur le monde. Donc ces contenus-là sont conçus de cette manière. Et ainsi pour évoquer quelque chose par rapport à la langue. La manière dont, comme vous disiez tout à l'heure, comment enseigner. Au Rwanda et au Kenya, par exemple, les premières années du primaire jusqu'en classe 3, par exemple, tout est enseigné en langue. Et puis l'anglais est enseigné comme une matière. Donc c'est pas la langue d'instruction. C'est après le classe 3 qu'on commence maintenant à enseigner en anglais. Et ça permet forcément, je pense, à ce que l'enfant puisse mieux acquérir les notions qui sont enseignées. Et pour peut-être me sortir de mon propos, en Ouganda, par exemple, au Nigeria et au Ghana, au Nigeria, il y a de nouveaux programmes qui sont faits pour former les enfants, comment réparer les réfrigérateurs, les congélateurs, les moteurs. Donc, nous cherchons à faire des programmes aujourd'hui de manière à ce que les enfants puissent trouver le travail dès qu'ils sortent de l'école. Quand le gouvernement ougandais cherche le financement, ils mettent ça plus dans la technique.
Mais dans certains pays, en Afrique, sur le sud du Sahara, on continue de créer des écoles d'enseignement général, dans ce temps moderne où la technologie commente le jour. Je pense qu'il faut de plus en plus qu'on regarde quelles sont les compétences que nous enseignons. Et tu as parlé tout à l'heure de Wolof qui enseignait au Sénégal, ouais. Et je suis dans un projet au Sénégal. Je suis un peu fier du Sénégal parce que le Sénégal commence à bouger. Ça bouge là-bas vraiment. Et ils comprennent que l'édition est une maillonne très capitale dans le développement de leur pays. Et ils sont en train de financer un peu l'édition, ils soutiennent un peu plus l'édition. Comment est-ce qu'on peut parler de l'éducation sans parler de l'édition qui produit les livres, qui nous permet d'enseigner ce que nous voulons enseigner. Donc l'édition est trop négligée en Afrique, au sud du Sahara, dans certains de ces pays, comme, pour ne plus dire francophone, enfin anglophone, mais l'édition est un peu trop négligée et on ne peut pas continuer à négliger l'édition en pensant qu'on aura une éducation de qualité sans l'éditeur. Ce n'est pas possible. Justement. Alors oui, M. Assipolo, et puis après on va parler justement de la question de l'édition, parce que Voilà, oui. Quelle est la place de l'édition? Quelle est la place de l'éditeur? Parce que quand M. Roger Kafo va aller faire son livre chez l'Harmattan, est-ce que l'Harmattan publie le livre tel qu'il l'aurait souhaité ou est-ce qu'on lui impose un certain nombre de choses que ne lui auraient pas imposé les éditions, je ne sais pas, Lupupo ou bien Afredite ou encore... voilà, donc par exemple, il faut qu'on en parle. M. Assipolo. Oui, je reviens sur cette affaire du comment parce que c'est important. Les objectifs que les États normaux assignent à l'éducation répondent aussi à leurs propres objectifs de développement. Lorsqu'on prend les pays d'Afrique, vous allez voir que pour la plupart, ils ont élaboré des plans stratégiques pour être émergents, tel qu'on le lit dans ces plans, en se fixant un ensemble d'horizons. Je pense que le Tchad, c'était 2025. La Côte d'Ivoire a revu son plan. Le Cameroun, c'est 2035. Le Gabon également, c'est 2025. Mais on se pose la question de savoir quel est le corpus pédagogique, n'est-ce pas, qui doit accompagner cette marche, n'est-ce pas, vers l'émergence. Quand on observe dans certains plans pédagogiques, on note comme une espèce de flou. Et je reviens sur une question qui me passionne, c'est comment articuler, n'est-ce pas, les curriculums que l'on voudrait obtenir, comment articuler les savoirs que l'on veut transmettre, n'est-ce pas, à la population, à cette question des langues. Lorsque je lis le plan, par exemple, du Tchad, on voit qu'ils ont intégré l'enseignement de l'anglais. Lorsque je lis le plan du Gabon, on voit qu'ils ont intégré l'enseignement de l'anglais. Et il y a une question fondamentale qui se pose, c'est vrai, lorsqu'on parle de la mondialisation qui passionne Roger Kafo. C'est une langue au plan mondial, la langue hyper centrale. Donc vraiment, pour vos déplacements, pour les échanges, il faut connaître l'anglais. Et on comprend que le Gabon a compris, n'est-ce pas, les enjeux. L'intérêt. Et Rogers a évoqué tout à l'heure, c'est un principe pédagogique qui est connu. On sait que lorsqu'un enfant, n'est-ce pas, est scolarisé pendant les premières années au moins dans sa langue maternelle, il a accès plus facilement, plus tard, n'est-ce pas, aux langues de grande communication. Et ces pays l'ont compris. Au Rwanda, on a évoqué, il y a le Kinyarwanda à côté de ces langues-là. Au Burundi, il y a le Kirundi à côté, n'est-ce pas, de ces langues-là pour les expériences de ces pays. Parce que dans les pays francophones ou en Centrafrique, c'est le Sango n'est malheureusement pas enseigné. Le Wolof, des efforts commencent à être faits. Bon, le Lingala, des efforts aussi commencent à être faits. Donc il y a ça, ces objectifs. Et en tant qu'enseignant, lorsqu'on vous demande de préparer, par exemple, une fiche pédagogique, vous devez dire, à la fin de votre enseignement, ce que les enfants seront capables de faire, ce qu'ils seront capables de retenir. Et on va constater que les enseignants, pour la plupart, ne formulent pas très bien ces objectifs-là, ou lorsqu'ils les formulent, vous ne voyez pas exactement où ils veulent en venir. Ce qui fait qu'on va se rendre compte, une fois que les diplômés sont sortis, que les objectifs pédagogiques n'ont pas été atteints. Et j'ai l'habitude de dire aux étudiants que j'encadre lorsque je remets les copies que ne soyez pas contents parce que vous avez eu 12, parce que vous avez eu 16. Mais soyez contents parce que vous avez appris quelque chose de nouveau. Soyez contents parce que vous avez retenu quelque chose, parce que c'est ainsi que plus tard, n'est-ce pas, vous pourrez être important. Il y a également cette question d'approche. Je voudrais dire, Roger, tu as bien fait de le souligner,
nous copions, n'est-ce pas, les approches qui sont formulées ailleurs et nous les laissons le soin, n'est-ce pas, d'aller de l'avant avec l'innovation. Mais je voudrais dire que ce n'est pas parce que nous ne proposons rien au Cameroun. On va se rendre compte, en Afrique d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de clivages entre les zones urbaines et les zones rurales. Et d'ailleurs, il y a des travaux dans lesquels on propose, par exemple, que les curriculums qu'on élabore pour les zones urbaines ne devraient pas être les mêmes pour les zones rurales. Lorsqu'on prend APC, on vient en plaque. Ça veut dire que le citoyen de Tombouctou doit apprendre selon l'APC, celui de Bamako. Non, ça ne peut pas donner. Et vous allez voir que l'uniformisation même pose problème. Parce que si vous demandez à un enfant de raconter sa première visite en ville, un type qui n'a jamais été en ville, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il est perdu. Non, il y a cette nécessaire adaptation aux différents, du moins aux contextes locaux. Vous verrez par exemple qu'en Afrique, il y a des zones où des éléments culturels sont présents et dans certaines zones, ces éléments culturels ne sont pas présents. Et vous verrez que le vocabulaire de ces régions-là sera riche d'éléments qui renvoient aux éléments de la région que d'une autre région. Et donc, il faut tenir compte de ça et on ne peut pas aussi, parce que l'un des problèmes que l'on peut rencontrer dans la transmission de savoir, c'est le problème d'uniformisation, c'est le problème de la décontextualisation. Donc, il faudrait aussi penser à cela, à la décontextualisation. Il faut penser au profil, voilà. Je pense que c'est le mot que l'on utilise en pédagogie, parce que lorsqu'on dit profil, on va prendre la tranche d'âge, on va prendre, si quelqu'un il y a l'activité socio-professionnelle, on va prendre en compte cet aspect, on va prendre en compte l'origine socio-culturelle, on va prendre en compte la langue première qui est également importante et on va prendre en compte les expériences antérieures. Et je pense que c'est à partir de là que l'on peut articuler, n'est-ce pas, des curriculums. C'est à partir de là que l'on peut concevoir des contenus adaptés et c'est à partir de là que la transmission de ces contenus peut permettre d'atteindre les objectifs pédagogiques. Parce que si on n'atteint pas ces objectifs, malheureusement, on formera des diplômés qui seront inutiles à la société. Alors, Jean Bosco Talla, parlons de l'édition, de l'importance de l'édition. Parce qu'aujourd'hui, ça reste un gros problème dans la plupart des pays africains, même s'il faut relever que certains pays font des efforts, mais ça reste un énorme problème, notamment en Afrique au sud du Sahara. C'est la question de qui édite, qui est en charge de l'édition. Et il y a des maisons d'édition africaines qui existent, mais elles sont visiblement très marginalisées au niveau déjà du manuel scolaire, mais également même au niveau de certains auteurs, de certains ouvrages. Moi, j'ai eu à discuter avec certains auteurs qui me disent non, il faut que je publie dans une maison d'édition sérieuse si je veux que mon livre soit pris en considération, sous-entendant que les maisons d'édition africaines ne le sont pas. Alors, comment on règle ce problème, et qui est pour moi un problème central, qui est celui de l'édition? Oh oui, le problème d'édition est un problème important et central, surtout dans presque tous les pays d'Afrique centrale, disons d'Afrique subsaharienne. Parce que en Afrique du Nord, ce problème a été résolu. C'est la raison même pour laquelle certains éditeurs camerounais, certains imprimeurs camerounais et même gabonais autres préfèrent envoyer leurs livres imprimés en Tunisie ou également au Maroc, quand on ne les fait pas en Turquie. Ça montre combien de fois également il y a vraiment une absence d'éditeurs. En Afrique centrale, tout le monde peut être éditeur. Et c'est la raison pour laquelle cela se répercute immédiatement sur la qualité même du produit. Et à ce niveau, ce problème a failli trouver une solution au Cameroun, par exemple, avec le CPR, une fois, où l'État, à un moment donné, avait créé une maison d'édition qui pouvait produire des ouvrages à moindre coût. Malheureusement, en privatisant, les conflits internes n'ont pas pu faire en sorte que ce projet d'édition prospère. Il revient finalement aux différents États de faire en sorte qu'on soutienne l'édition en subventionnant les maisons d'édition qui peuvent être de qualité. Et il revient également, il peut aussi revenir aux éditeurs ou à ceux qui se proclament éditeurs, pourquoi pas de créer des sortes de consortiums pour qu'il y ait des maisons d'édition efficaces. Parce que quand on voit ce qui se passe par exemple en Occident pour les maisons d'édition, aujourd'hui ils ont, comme on appelle encore, l'expérience dans l'édition, alors que chez nous, on n'a pas d'expérience. La plupart de ce que nous appelons éditeurs, ici chez nous, sont des imprimeurs.
C'est la raison pour laquelle vous allez voir une imprimerie qui s'appelle maison d'édition. Et lorsque vous prenez l'ouvrage, vous vous rendez compte qu'en réalité, on a fait un simple traitement de texte, on a défini un format et on a envoyé à l'imprimerie avec toutes les défaillances éditoriales qu'on peut observer. Curieusement, ces livres se retrouvent sur le marché, et pas simplement sur le marché, mais inscrits au programme scolaire. Donc, à ce niveau, de mon point de vue, pour résoudre ce problème, on devrait avoir l'intervention de l'État, parce que derrière l'édition, il y a également des enjeux économiques. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il y a eu un conflit entre les maisons d'édition étrangères et les quelques rares maisons d'édition, si j'ai pris le cadre de CPR et récemment, parce que le marché du livre est un marché, surtout le marché du livre scolaire, est un marché florissant et qui donne beaucoup de dividendes. D'accord. Alors, terminons, il nous reste très peu de temps, on nous fait des grands signes à la régie, donc ce sera la dernière prise de parole. Je veux écouter M. Roger Cafo sur la question, effectivement, de l'édition. Oui, je voudrais aborder la question de l'édition sous deux angles. D'abord, sous l'angle économique, ensuite sous l'angle culturel. D'un point de vue économique, le manuel scolaire a porté l'édition dans les premiers moments dans tous les pays du monde. Si vous prenez un pays comme la France, qui a aujourd'hui des éditeurs qui dominent le monde francophone, Hachette, Nathan, tous ces éditeurs-là se sont appuyés sur le manuel scolaire pour acquérir une dimension internationale. Et aujourd'hui, ils peuvent utiliser cette dimension internationale pour aller à la conquête du monde. Alors, ce qui veut dire en clair quoi? Que nous devons avoir dans nos pays d'Afrique une politique du manuel scolaire qui permette le développement de l'édition locale. Parce que c'est un marché captif qu'on peut contrôler. Et quand on a un marché captif et qu'on le livre aux multinationales, on perd quelque chose d'essentiel et ça, c'est dangereux. La deuxième connexion fait qu'on ne peut pas parler d'édition sans parler d'industrie culturelle. Et là, ce n'est plus seulement la dimension économique. Parce qu'en fait, lorsque vous prenez les grands groupes comme Warner Bros. Aux États-Unis, ces grands groupes contrôlent pas seulement l'édition. Ils contrôlent les médias audiovisuels, les médias radiophoniques, les médias presse. Ce sont des grands groupes qui finalement prennent en main la fabrication de la culture. Si vous lisez par exemple les théories de l'école de Francfort, qui étaient très négatifs, ils pensaient que ça tuait même simplement la culture. Je pense qu'on ne peut pas aller dans cet extrême. Mais comme industrie culturelle, l'industrie de l'édition, qui est le noyau d'un ensemble de productions culturelles, est le meilleur moyen de formater le monde. Et plus on est puissant dedans, plus on peut faire que le monde entier voit comme nous. Et donc nous allons nous plaindre que nos enfants rêvent tous d'aller aux États-Unis, au Canada. C'est devenu d'ailleurs quelque chose de très à la mode. Mais on les y prépare dès le berceau. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que la télévision les prépare à aller au Canada, aux États-Unis. Quand il va à l'école, le livre qu'on lui donne le prépare à aller en France, au Canada, aux États-Unis. C'est dangereux pour nous de laisser autant de pouvoir culturel entre les mains de l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur Roger Sfongui, pour sortir de cette émission sur la question effectivement de l'édition, en rappelant que vous êtes un éditeur. Oui, mais vous touchez au cœur du sujet à la fin de l'émission. Je suis éditeur, je suis dans le livre depuis de 20 ans. Et je vais rapidement brosser quelques idées ici. L'édition, comme Roger l'a dit, est fondamentale pour tout un pays. Les pays développés, là, il faut entrer dans le domaine de l'édition, voir d'où ils sont venus. Donc nous ne pouvons pas se développer sans l'édition. Bon, maintenant, je vais rapidement dire qu'il faut l'intervention de l'État pour qu'il y ait de l'ordre. Mais pas dans le sens de ce que mon frère disait, où l'État intervienne pour créer le monopole avec le CPR.
C'est nous qui avons dit que ce n'était pas bien. Parce que vous créez le monopole, vous tuez le développement ou l'émergence de l'industrie d'édition sur le plan national. Donc maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour que l'édition de l'Afrique puisse émerger et être forte? J'ai proposé, quand j'étais dans un entretien au Cameroun, je propose que les États africains donnent plus de la place aux éditeurs et plus de la chance aux éditeurs nationaux, les éditeurs africains dans les projets de manuels, par exemple, les appels d'offres, et ainsi de suite. Tout à l'heure, je vous dis même, au Sénégal, cette année même, il y a une préférence, il y a un aspect qu'ils appellent préférence nationale dans l'appel d'offres de manuels scolaires qu'ils ont lancé. Donc, quand on est national, on a une préférence. Et j'ai dit, bon, ce n'est pas une manière de laisser l'international en dehors, mais on peut législer en disant les internationaux doivent collaborer avec les Africains pour être agréés dans le système éducatif au Cameroun, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Parce que là, au moins, il y a ce partage, ce transfert de capacités. Nous parlons de l'expérience. Ceux qui ont eu cette expérience avant de devenir grands là, ils ont commencé par comment? Ils ont certainement eu le soutien de l'État. Moi, sur le plan personnel et comme président de l'association des éditeurs au Cameroun, j'ai dit aux éditeurs, ce que nous voulons, ce n'est pas la subvention, c'est qu'il y ait assainissement de l'environnement éditorial et que les professionnels puissent émerger. Parce que quand on dit subvention, on va donner à tout le monde qui crée un papier, dit qu'il est éditeur, on lui donne l'argent et puis on va tomber dans la bourse, comme on dit communément. Donc, pour moi, l'État intervient, mais c'est pour législer et pour sortir la politique de l'édition. Quand il y a une politique, puisque une politique c'est de réflexion sur l'âge de base, où il y a l'éditeur qui est impliqué, il y a les écrivains, les auteurs qui sont impliqués, les imprimés qui sont impliqués, donc tout le monde va mettre les idées sur la table et on va formuler une politique qui va permettre à l'édition pour émerger. Mais forcément, il faut que les États africains puissent protéger leur industrie d'édition locale pour permettre à ce qu'il émerge. Parce que c'est ceux-là qui créent des emplois. Ceux qui viennent de l'extérieur, là, ils ont peut-être un représentant. Or, l'éditeur qui est au Cameroun, au Sénégal, il recrute des gens pour travailler et c'est lui qui paye les impôts. D'accord. Justement, vraiment, 30 secondes pour M. Kafo et M. Assipolo. 30 secondes, oui, vraiment, parce qu'on est déjà au terme. Je voudrais justement, puisqu'on est dans les propositions, comment faire pour renforcer, promouvoir l'industrie éditoriale locale, on ne peut pas réellement le faire sans une politique de lecture publique et de lecture scolaire. Parce qu'en fait, les livres, ils sont produits, édités pour être lus. Si la population n'a pas les moyens d'acquérir ces livres, et s'il n'y a pas une politique de lecture publique. En Algérie, par exemple, ils ont lancé dans les années 70 une politique de 1000 bibliothèques publiques. Ça manque ici. Les bibliothèques scolaires, mettre à la disposition des enfants les livres dès l'école primaire, dès la maternelle, en quantité suffisante. Ça donne suffisamment du travail à l'édition et permet de développer ce qu'on appelle les économies d'échelle. Et donc c'est important, tant qu'il n'y a pas cette politique de la lecture publique et de la bibliothèque à la fois publique et scolaire, ça sera difficile. C'est monsieur Assi, pour terminer. Je dirais que nos éditeurs gagneraient à se professionnaliser, parce qu'il y a aussi cela comme problème. J'ai un étudiant qui voulait travailler sur un ouvrage de Charlie Gabriel Bock, « Et tu seras ma veuve », qui a été publié en Côte d'Ivoire. Il a par exemple fallu que j'attende que quelqu'un fasse le voyage pour aller acheter l'ouvrage sur place, parce que l'éditeur, vous ne l'avez pas sur Internet. Il y a cette autre possibilité qui s'offre aujourd'hui, n'est-ce pas, ces éditeurs-là, c'est le e-book. Mais malheureusement, c'est une autre possibilité qu'ils ne saisissent pas suffisamment et qui pourrait permettre d'ailleurs de lutter contre la piraterie, qui est une autre gangrène au secteur de l'édition, et qui prive aussi, non seulement les éditeurs, mais les auteurs, n'est-ce pas, de leurs droits. Et je voudrais également dire qu'il faudrait aux auteurs ne plus faire confiance aux auditeurs, n'est-ce pas, qui ne payent pas de droits. Par exemple, comme l'Amatan qui vous dit qu'on vous payera à partir de 501 exemplaires. Alors que normalement les contrats veulent qu'on vous paye dès le premier exemplaire vendu. Donc l'édition locale gagnerait à se professionnaliser. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui qu'ils devraient saisir. Ils ne sont pas présents sur la toile pour la plupart.
les ouvrages ne sont pas rendus disponibles sous la version électronique, alors qu'aujourd'hui on lit beaucoup les ouvrages électroniques. Je vous raconte rien, dans les micros, tout le monde est sur une tablette, en train de lire, dans les jardins publics, tout le monde est sur une tablette en train de lire. Donc il y a ces opportunités. Voilà, il y a ces opportunités, n'est-ce pas, qu'il faut saisir. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté d'être sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous vos connaissances et vos expériences. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus ce soir. Prenons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même chaîne, pour une nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.